Moi, j'ai commencé de façon un peu paradoxale. Je peux. C'est comme si j'étais chez moi, tout ça. En fait, il y a quelques mois, je crois avoir même posté sur les réseaux sociaux un truc, et ce film me prend en flagrant délit de mensonge. J'ai posté un truc genre « Je n'en peux plus des films qui me racontent l'histoire de deux personnages qui ne sont pas censés se rencontrer et qui vont finir par s'adopter l'un l'autre. » Parce que j'ai l'impression que tous les films français partaient de ce schéma narratif-là. Et vraiment, je trouvais ça insupportable que ce soit à ce point présent, de façon lourde, tout ça. Et donc, normalement, quand je vois un Tour de France, je devrais vraiment sauter au plafond en me disant, bon, ça va, on voit qu'ils arrivent des antipodes, que la rencontre ne peut pas avoir lieu, puis finalement si. Enfin, donc j'ai 2000 raisons de refuser le film. Et à contrario de ça, cette idée première, un peu théorique, mais un peu épidermique aussi, le film me bouleverse totalement. Voilà. Et donc c'est un truc que je veux élucider ce soir. On a 1 heure à peu près, ça va ? Je pense que ça se passe parce que tu as 2 micros. Oui, c'est ça. C'est mon astuce. Ouais, bon, non mais du coup, j'essaie quand même de réfléchir un peu à pourquoi ça marche là, alors que ça ne marche pas dans plein d'autres trucs artificiels. Et en fait, je pense que ça a à voir, c'est une hypothèse, je voudrais qu'on en parle, avec un truc qui est que chez d'autres cinéastes, c'est une espèce de truc d'écriture, tu vois, de ce qu'on apprend dans les manuels sur comment écrire la métamorphose d'un personnage par celui qu'il rencontre, et que donc c'est à cliquer, tu vois, c'est une espèce de truc plaqué. Alors que chez toi, pour moi, c'est un artifice parmi d'autres, mais pour raconter quelque chose qui relève vraiment d'une nécessité intime. Voilà. Et c'est là-dessus que je voudrais qu'on parte, c'est que pour moi, le sens profond du film, son désir profond, c'est un truc que je trouve assez improbable, mais qui est de donner un état de la France d'aujourd'hui à partir de 2 personnages qui du coup vont permettre vraiment de couvrir le champ, de couvrir le territoire national, mais aussi de montrer les antipodes sociaux, culturels, etc. Et du coup que dans cette ambition-là, qui est une ambition un peu folle, quand même, de se dire je vais raconter la France par 2 personnages, il y a un truc qui dépasse entièrement le cliché ou le schéma que je viens d'énoncer précédemment. Donc ma question, c'est voilà, comment tu as pris, toi, comment tu as investi de désir cette figure qui pourrait être totalement conventionnelle des 2 personnages aux antipodes l'un de l'autre, qui vont finir par s'adopter très littéralement, et comment tu fais pour lui donner une nécessité, une vérité telle que je la vois moi dans Tour de France? On va pas répondre après ça. Non, disons que ce qui se passe, c'est que dans ma trajectoire de vie, au quotidien, je suis confronté à ça. Et pour vous donner une indication, moi j'ai été maçon, j'ai mon diplôme, donc c'est une de mes fiertés, je suis maçon. Et un peu comme Farouk dans cette aventure, j'ai vécu avec des compagnons. Et quand au départ, ils me rencontraient, souvent ils étaient pleins de clichés à mon sujet et moi parfois aussi à leur sujet. Et au fur et à mesure des chantiers, au fur et à mesure des murs qui se montaient, on se rendait compte qu'on avait beaucoup de points communs. Et ce qui me plaisait dans cette aventure de France, c'est qu'on est confronté à l'univers prolétaire et l'univers ouvrier. C'est-à-dire que tout à coup, souvent j'entends dire autour de moi on parle des mots clichés comme beauf, ou bien prolo, prolétaire. Moi, je suis super fier d'être fils d'ouvrier. Ça, c'est un vrai beau. Ça, j'y suis pour rien, c'est grâce à mon père et à ma mère, mais je suis super fier. Et les générations qui ont passé, souvent, on te dit que les prolos d'aujourd'hui, c'est les mecs de quartier qui seront peut-être aussi les beaufs de demain, quoi. Et j'avais envie de faire une sorte de mix, voilà, de ces 2 France, quoi. Et aussi, ça fonctionne certainement parce que il y a un personnage qui est incroyable, c'est Tonton, c'est Serge, et un autre qui lui donne la réplique avec beaucoup d'élégance et de force et de puissance, c'est Sadek Farouk. Il faut dire qu'ils se sont vraiment rencontrés. Et sur le tournage, Tonton, il a été tellement plein d'amour, plein de conseils, qui fait que certainement qu'il y a quelque chose qui transcende l'image, qui fait que probablement il y a une émotion qui parvient au spectateur.
C'est un peu ça la trajectoire. Mais même moi, je vous assure que ouais, il y a une façon, le cinéma il est fait aussi pour nous perturber. Moi je suis perturbé quoi aussi. Alors, ce que tu dis d'ailleurs, c'est une espèce de deuxième lecture du film, et on y pense vraiment, et ça participe de l'émotion, qui est, oui, ça va raconter l'histoire de deux France, ou de deux Français qui pourraient représenter la France et qui sont aux antipodes, mais en termes de cinéma, pour le coup, ça raconte aussi un type qui fait son premier film et qu'on n'avait jamais vu sur le territoire du cinéma, et la superstar française qui incarne l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie du projet du film, en tout cas tel qu'il nous est donné aujourd'hui. Non, mais le truc, c'est que, bon, dans ma trajectoire, j'avais fait Rengaine, j'ai le bonheur d'avoir fait quand même pas mal de documentaires. Ensuite, tout ça, quand tu es face à Tonton, c'est évaporé, parce que quand tu es face à Tonton, tu peux avoir fait 50 films, quand tu es face à lui, tu es nu. Je pense pour chacun des cinéastes qui est confronté à lui, il y a ça, parce que voilà, il est incroyable. Et puis pour moi, il est un peu Mohamed Ali, parce que moi je suis boxeur, et ma vie je l'ai faite sur le ring, et voilà. C'est un champion régional, faites gaffe. Ouais, il y a une époque. Non, les tablettes de chocolat, c'est de la mousse. Je suis désolé, quoi. Même en me présentant devant vous, j'essaie de jouer l'acteur de la petite qualité, mais en fin de compte, laisse tomber, il y a des somnolences vers le bas. C'est juste n'importe quoi. Mais effectivement, j'ai été boxeur, le noblard, voilà, c'est quelque chose qui m'a permis d'être vertical. Mais effectivement, donc, quand tu es face à Mohamed Ali, ne serait-ce que lui mettre les gants, en soi, c'est quelque chose. Mais en fin de compte, c'est pas toi qui lui mets les gants, c'est lui qui accepte que tu lui lasses. Voilà, c'est unique en réalité. C'est vrai qu'il y a le côté cinéma, il y a le côté action, mais le plus dur avec Tonton, c'est de pouvoir dire couper. On te croit. Et par expérience, parfois il arrivait que je fasse les plans longs et qu'il se retourne et qu'il continue à jouer. Fais plus court, c'est long. C'est long. Et moi qui lui dis, Tonton, comment je vais couper le génie? Comment on va dire couper un génie? Quand un génie sort de sa théière, tu ne peux pas lui dire couper ou stopper. Tu le laisses continuer. Fumier. Et c'était que ça. C'était... Voilà, on a boxé ensemble, mais pas pour se faire mal, quoi. Alors, dernière question avant de passer la parole à ça. Si le film est aussi réussi, c'est parce que, aussi, pour moi, il est à une espèce d'endroit juste par rapport à ce qui se passe politiquement en France aujourd'hui, et que c'est un film qui ose raconter la France d'aujourd'hui à partir d'un point précis. Et du coup, s'il y a une force à cette audace, c'est aussi d'oser l'humour sur l'ensemble de ces terrains-là où on n'ose pas aller, quoi. C'est-à-dire le Front National, pour le citer clairement, c'est-à-dire l'extrémisme religieux qui est évoqué par les vannes de Tonton. Voilà. Et donc, pour le coup, comment tu sais quand tu es dans le bon ton sur ces sujets casse-gueule? C'est quoi ton... Est-ce que tu lis... quel est le juge-arbitre qui fait que tu te dis, voilà, ça c'est marrant et ça a sa place dans le film, et c'est pas juste une blague parce que ça construit un univers, et puis ça, ça marche pas, ou là je bascule de l'autre côté et donc je ne garderai pas ça. Voilà. Quelle est la mesure de l'équilibre? Alors déjà, il y a aussi la lecture avec Tonton, qui à des moments m'a dit ça non, ça je ne dirais pas. Ah oui. Ça c'est trop, ça non. Et tu peux citer quelque chose que tu avais écrit qui pour toi marchait, que lui n'a pas voulu dire? Alors là, je les ai pas en tête, mais parfois j'étais très dur sur comment dirais-je, les Français d'origine maghrébine, on va dire les Arabes, quoi, pour faire cliché dans l'accent de Tonton. Et il me disait non, ça je dirais pas. J'ai pas la texture des phrases, mais c'était des choses assez dures et qui me disaient ça non. Et je faisais, ok, il me fait, je le regarderai, ça sera suffisant. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos errances, dans la conversation que j'ai avec mes potes, on est aussi très radicaux dans le regard qu'on porte sur nous aussi. Et qui fait que ce que Tonton dit, parfois, quand nous on se parle entre nous, entre potes, souvent rebeux, c'est très très violent. C'est peut-être même plus violent que ce
parfois on pourrait penser de certains racistes, parce qu'on est radicaux et on se dit les choses clairement. Et moi, parfois, j'essaye de, avec élégance, pouvoir les dire, mais sans que ça fasse... voilà, il faut que ça fasse un peu mal, mais pas pour faire mal, mais que derrière, il y a toujours le ton de l'humour. Et Tonton le fait très bien, quoi. Mais, je sais pas, moi, le fait que quand il dit « c'est moi la minorité dans ce pays », quand je l'ai écrit, j'y crois. Pour un mec qui habite dans un quartier aujourd'hui et qui est voilà, dans une minorité comme Tonton l'est, c'est-à-dire français, blanc, dans une cité, ouais, il est la minorité dans ce pays, il peut le ressentir. Et d'ailleurs, c'est bien installé au début du film, en dehors des paroles et tout, tu pourrais le mettre n'importe où, ça commence, le gamin il dit ouais, Rasputin, après c'est les gamins qui le prennent en photo, voilà, t'as la meuf voilée qui passe, et le mec il est enfermé dans son truc, et il dit ouais, voilà, c'est moi la minorité dans ce pays, quoi. Mais comment tu décomplexes le truc, c'est que le gamin il dit bah si vous êtes la minorité, moi je vais vous apprendre à faire du rap. Et tu casses le côté trop réaliste de la réalité d'une France que parfois on n'accepte pas de voir aussi, quoi. Moi c'est mon film, j'essaie de rendre aussi hommage à la France qui, quand j'étais gamin, que j'habitais dans un quartier, qui était là, qui était présente et qui m'a apporté énormément, et qui aujourd'hui, on se retrouve souvent, malheureusement, dans les quartiers où on est dans l'extra-communautarisme, où il n'y a plus de mélange, il n'y a plus de partage. Moi, par exemple, quand j'étais gamin, ce qui était extraordinaire, c'est que mes potes faisaient le catéchisme. Et ma grande déception, c'est que moi, je devais avoir la circoncision. C'est pas pareil. Et je comprenais pas, c'est que eux, ils avaient des dragées. Et qu'une petite gourmette, et mon rêve, c'était de les accompagner au catéchisme. Mais on m'expliquait que j'avais pas le droit, mais je comprenais pas pourquoi. Mais ça, à mon époque, ça existait. Ça veut dire, ouais, voilà, la famille Verdière, la famille Bro. Aujourd'hui, ça a disparu. C'est-à-dire que je suis sûr que si j'en parle à certains gamins, ils disent, mais c'est quoi le catéchisme? C'est de quoi tu parles? Et tout ça, dans le film, il y a cette nostalgie aussi. Il y a cette nostalgie, quoi. Oui, parce que quand même, le film est vraiment porté par une espèce d'utopie, on ne sait pas bien si elle a déjà eu lieu ou pas, mais qui est que malgré tout, on peut continuer à se parler, et du coup, on peut trouver une sorte d'unité, de rêve commun, et que ça passe à la fois par des enjeux communs, par exemple, le rapport à la paternité ou au lien familial, et puis ça passe par la création ou la reconnaissance d'une culture commune. Ouais. C'est la découverte que l'autre connaît, Serge Lama, c'est la possibilité de partager le plaisir d'un tableau de Werner. Enfin, c'est vraiment très structurant dans le film, cette utopie-là, non? Ben, comment dirais-je, moi, disons que je ne sais même pas si c'est une utopie, parce que c'est un peu moi aussi, quoi. Moi, j'adore Serge Lama, quoi. C'est-à-dire, non, mais en plus, c'est même pas une blague, c'est même pas pour faire plaisir aux gens. En plus, il n'y a rien de pire que faire entre guillemets... non, mais c'est celle-là que tu vas chanter à la famille, là, d'accord, ouais, mais je peux te la faire très bien, même si j'ai plus de facilité sur Aznavour, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai grandi là-dedans, quoi. Et sauf que, étant donné qu'on n'a pas forcément braqué les caméras sur cette France issue des quartiers qui aiment Serge Lama, qui aiment Aznavour, qui aiment Reggiani ou autres, qui fait que tout à coup on est dans le cliché que voilà, on n'aime que le rap, mais moi le rap n'existait pas à l'époque. Les loves, aujourd'hui les gamins ils sont dans... Mais moi j'ai 40 piges, le rap n'existait pas. Le rap pour moi, quand le rap est arrivé dans mon quartier, c'est là où j'ai vécu la première fois dans ma vie la discrimination. Ça veut dire qu'on a posé un carton et on t'a dit vas-y Smurf. Putain, c'est quoi le Smurf, mon frère? Et les grands du quartier, ils ramenaient les petits du quartier qui savaient bouger sur un carton et qui les ramenaient au Trocadéro pour danser. Et le jour d'après, c'était vas-y rap. Ah, moi, j'étais maçon. J'ai jamais fait tag, j'ai jamais écrit sur un mur. Je faisais trop de fautes d'orthographe. Donc j'ai jamais tagué, quoi, parce qu'on aurait su que c'est moi. Tu vois, les fautes que je fais, moi, c'est PPN, c'est archive. Tu vois, donc c'est mort. Tu vois, non, mais c'est la vérité. Et donc, pour moi, le rap, c'était... Au départ, j'ai fait un rejet
parce que les potes, ils voulaient plus jouer au foot, parce que les baskets, maintenant, ils voulaient plus appuyer le ballon avec. Enfin, tu vois, et c'est des choses que, parfois, la France, dans une certaine partie de la France, ne sait pas nos histoires, ne connaît pas nos blessures, vraiment. Et de la même manière que Farouk, dans l'histoire, ne connaît pas toutes les blessures de tonton. Qu'est-ce que c'est que galérer en bas d'un hall d'immeuble? Ouais, vas-y, la tête de ma mère, vas-y, fais ça, vas-y, non, vas-y. Hé, frère, il y a des gens qui dorment. Ouais, nique-toi. Et non, mais, attends, s'il te plaît, il y a ma fille. Et tu vois, et ça, moi, je le subis comme ça, je le subis. Et il faut le dire. C'est-à-dire que pourquoi moi je vais dire non, mais en fin de compte, non, solidarité. Non, solidarité, oui, mais avec respect. Jusqu'au moment où il n'y a plus de respect, tout à coup, moi je me désolidarise. Tu vois, parce que même moi je subis le truc. Et Serge, c'est ce qu'il dit pendant toute la durée du film. Et de la même manière que quand je vous dis Saint-Jamin, moi je kiffe Saint-Jamin, parce que quand j'étais gamin, j'ai famille nombreuse, blablabla, je ne vais pas faire le cliché et tout, mais contrairement à tous mes potes qui disent ouais, nous on était sur Radio Nova. Non, moi c'est pas Radio Nova, tu touches pas le poste. Il y avait un cadenas à l'époque, ils peuvent pas savoir. Tu vois, il y a un cadenas quoi. Donc c'était Chant de France quoi. Au moins il n'y avait pas de gros mots. Mon père il comprenait pas, mais ma mère elle aimait bien Enrico Macias. Moi il passait de temps en temps à la radio. Et qui fait que ça se passait. Et donc moi quand je te dis Saint-Jamin, je le kiffe, mais c'est pas fou. C'est pas les voisins d'en bas, dans tout chez moi là, ils montent, parfois pour taper à la porte, on va dire Rachid, je suis malade, mais nous aussi on va devenir malade. Change. Et je vous jure que c'est même pas pour faire du comique ou de la comédie, c'est la vérité. C'est-à-dire que Saint-Jamin, Aznavour, on faisait des parties de foot sur Aznavour. Mais arrive un moment, c'est qui tient la caméra. C'est là où ça devient intéressant et politique. C'est qui tient la caméra. Celui qui tient la caméra, qui veut te voir dans du cliché, ben c'est simple, hein, c'est ça. Ouais, vas-y, la tête de ma mère. Ouais, alors voilà. Et puis après, tu vas dire, ouais, alors tu vois, moi, ouais, je sais bien. Ouais, on va la refaire, mais si tu peux faire un doigt, fumer un joint. Accessoirie, s'il vous plaît. Voilà. Et en prime time sur TF1. En prime time dans les salles de cinéma, en prime time dans le monde de l'art. Et qui arrive à moi, on a cristallisé sur une communauté et sur une France un stigmate qui est maintenant indélébile. De la même manière que on essaie de nous faire croire que des mecs comme Serge sont racistes, mais ils ne sont pas racistes, ils sont aussi abandonnés. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne suis pas dans le truc, ouais, ça n'existe pas, raciste. Oui, quand même, bien sûr. Parce que, oui, c'est bien, elle a réagi. Tu vois, vous avez raison. Mais disons qu'il faut essayer de... Voilà, arrive un moment, à force de comment dirais-je, de rejeter, ben les gens, voilà, on est rejetés, c'est à la faute de l'autre. Ben, en fin de compte, moi, ce que je veux montrer dans mon film, c'est que c'est ensemble qu'on se ressemble. On a plus de points communs. En tout cas, dans la relation de Farouk, fils d'ouvrier, et tonton ouvrier, maçon, voilà, il y a même plus de rapport avec lui, le petit rebeu, que son fils qui est converti à l'islam. Donc c'est... Voilà. Pardon. Qui veut poser la première question ou formuler la première réaction? À vous. La réaction entre les deux personnages et Vernet. La relation. Alors, pourquoi Vernet, c'est ça? Voilà. Alors là encore une fois, c'est les cadeaux de la vie. Ça veut dire que je vous fais un peu la genèse. Au départ, quand je pars sur l'aventure de Tour de France, l'idée, elle vient d'ailleurs. Elle vient d'ailleurs dans le sens où j'ai des potes qui, pendant un moment, font une sorte de road trip à travers la France pour enregistrer des rappeurs dans différents quartiers de France. Et moi, ces gars-là me demandent, c'est en 99, me demandent de venir, je ne suis pas rappeur, je ne suis pas slammer, voilà. Et puis à l'époque, en 99, le slam n'était pas encore arrivé sur la capitale, donc voilà. Mais j'avais écrit un roman qui s'appelait Bunker, et les gars me demandent, voilà, ça serait bien que tu nous écrives un texte. Nous, on a fait des sons, parce que c'est des producteurs de musique rap, urbaine, hip-hop, et me disent, voilà, ça serait bien que tu puisses écrire un texte et le poser sur un son, sur un instrumental que nous, on a fait. De là, je leur dis, ok, pas de souci. Et je fais ça, c'est la première fois que je lisais un texte avec de la musique. Ils ont mis ça en musique et ils ont fait une mixtape, une cassette et tout. Et la cassette s'appelait Nord, Sud, Est, Ouest. D'accord? Bon, voilà. Et j'ai commencé à être pote avec eux, à sympathiser. Et puis je leur ai dit, ouais, j'aimerais bien faire un voyage avec vous. Et puis j'ai commencé dans une voiture dans laquelle était aménagée une sorte de home studio
à voyager avec eux, d'aller voir différents quartiers de France, etc., etc. Et là a germé l'idée. Là, l'idée germe et tout. Et puis, au fur et à mesure du processus de création et d'écriture et de réflexion, j'ai complètement oublié cette histoire d'aller enregistrer des rappeurs à travers la France, parce que dans une des versions du film de Tour de France, c'était d'enregistrer tous les Français et faire une sorte de Marseillaise avec toute leur voix. C'était ça un peu le truc que je voulais faire, un peu une sorte de topographie des accents, des voix, et faire une musique, mais c'était super compliqué à mettre en place. Donc, ça a été fait, c'est sorti, ça s'appelle Les Habitants de Raymond Depardon. Tu vois, comme quoi. Un peu. Non, mais génial, comme quoi, tu vois, les choses, voilà, grand monsieur. Et de là, je continue à écrire, à faire progresser mon idée. Et puis à un moment, je me dis, tiens, qu'est-ce qui pourrait faire que tout à coup, mon maçon puisse avoir quelque chose de singulier. Donc est venue la peinture, parce que la peinture, ben, la France, elle a une histoire assez riche en peinture. Et il se trouve que dans ma trajectoire, après Rengaine, j'ai fait un long métrage documentaire qui s'appelle Ancré, où j'ai filmé pendant 3 ans un ami, Yacine Meknach, qui est peintre. J'ai fait un documentaire autour de lui, donc j'ai pu m'immerger dans le monde de la peinture et de l'art contemporain, etc. Et j'essaie de voir le spectre des peintres qu'on peint et tout, mais la plupart des peintres s'arrêtaient dans un territoire particulier, et ça devenait un peu compliqué, parce que je voulais qu'un peintre ait une démarche précise. Et j'ai un ami au 2e étage, tout mon immeuble, il se passe des trucs de dingue, qui est instituteur, et qui, avec sa mère, en dehors qu'il n'aime pas prendre l'avion, adore visiter les musées de par le monde. Et je monte voir Julien, on boit un thé, et je lui dis, frère, est-ce que toi, parce que moi, comme je vous l'ai dit, je dis voilà, je suis super heureux, j'étais en CPPN, je n'ai pas fait d'études, blablabla. Mais en tout cas, je sais aller interroger les gens. Et j'ai fait, écoute frère, est-ce que tu n'aurais pas, dans les multiples peintres que tu aimes, un peintre particulier qui aurait fait une trajectoire, quelque chose qui pourrait me tenir sur... qui pourrait me donner un intérêt pour mon film? Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux comme peintre? Je dis, non, mais ça m'est égal, qu'il fasse abstrait, figuratif ou autre, mais un peintre, voilà. Et quelques semaines plus tard, il me dit, Rachid, je crois que j'ai trouvé quelque chose pour toi. Il y a un peintre qui s'appelle Joseph Vernet, il y a 250 ans, il a fait de par Louis XIV. 15. Merci, voilà, il a qui tu vois. Comme quoi, tu vois, moi, mon film me permet de m'éduquer, quoi, tu vois. Non, mais hey, sans déconner, l'éclat, je connaissais pas. Louis XV, je connaissais pas. C'était le film m'a permis de... Voilà, tu vois, j'ai toujours pas le bac. Et c'est là où Vernet intervient. Et puis ensuite, j'essaye de faire en sorte que l'art, en particulier l'art, en plus, ce qui me plaisait, c'est qu'il peigne au couteau, mais plus au couteau, mais plutôt à la truelle. C'est-à-dire que là, tu vois, le côté ouvrier, c'est ça qui m'a plu, quoi. Moi, voilà, la maçonnerie, c'est un métier. Il a 2 couleurs. Hein? Il a 2 couleurs. Le bleu et... Du bleu et du blanc, quoi. Ouais. Il a 2 couleurs. Voilà, bleu, blanc. Il manquait que le rouge, quoi. Mais ça, je le laisse... voilà. Ouais, c'était un peu trop sanguinaire, peut-être. Et comment dirais-je, il y a eu d'autres couleurs, mais qui ont été coupées au montage, mais bon, ça, c'est d'autres choses. Et au final, voilà l'intérêt de la peinture, l'intérêt de la trajectoire, et puis tout à coup, voir un gamin qui tout à coup regarde, comme moi j'ai découvert Vernet, avec le même regard, ben, je trouvais ça super touchant et attachant, quoi. Voilà, et en même temps, cette réplique, c'est incroyable, parce qu'en même temps, rien n'a changé, mais tout a changé. Oui, parce que du coup, tu tombes sur Vernet, mais le fait que ce soit précisément un peintre de paysage et pas un peintre abstrait change aussi la donne pour le film, parce que ça veut dire que toi, tu vas te coltiner la question du paysage et tu vas décliner les différents espaces que tu filmes, c'est-à-dire à partir d'où on filme le port de La Rochelle, comment est-ce qu'on filme Dieppe, enfin, ça devient une question de cinéma, de représentation. Et puis par ailleurs, tu donnes une autre dimension, c'est la dimension métaphorique, quand il répond, mais c'est pas la mer que je peins, c'est le passé, et que du coup, on voit bien que ce qu'il essaye de retrouver, enfin, c'est une forme de réécriture du passé, et que c'est aussi ça qu'il joue avec son propre fils. Alors, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce qu'on peut réécrire le passé pour faire en sorte que ça colle, quoi, que... Ouais. Ben, en tout cas, ce qui est beau dans ce que tu relèves, c'est que c'est le passé que je peins. Il se trouve que dans les trajectoires, parce qu'un scénario, c'est beaucoup de rencontres avant que ça aboutisse. Et il se trouve que dans le bonheur de ma vie, il y a Jean-Claude Carrière. Il y a Jean-Claude Carrière qui a un moment... Premier remerciement au générique.
Oui, Ouais. c'est le premier. Voilà. C'est Et, la prochaine invité du Méliès, normalement en novembre. ah ben, franchement, grand monsieur, quoi. Et bien à Montreuil, par ailleurs. Il est magnifique, hein, franchement. Et il y a, comment dirais-je, il y a Jean-Claude qui lit le scénario et tout, et qui me fait des remarques. Et puis à un moment, il écrit sur un morceau de papier, ouais, tiens, ça serait bien de marquer ça et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est cadeau, quoi. Et on l'a intégré dans le film. Une autre question. Oui. Alors voilà, merci déjà, parce que c'est super, on est très contents, tout ça. Oui, par rapport au dialogue, à un moment donné, je me suis demandé, j'apprends donc... Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. C'est bon. Parce que souvent, on le dit pas, et au revoir, à bientôt. Ciao. Parce que je trouve C'est une question sur les pictural, dialogues. ce film. Merci. Comment? J'ai été très touchée par ça. En plus, j'ai droit à ça. Merci, madame. Tout le monde peut descendre pour l'embrasser. Non, mais pas maintenant, déconnez. Ouais, je vous embrasse. Ah, J'adore. merci. Oui. Franchement, la classe, quoi. Franchement, ma vie est magnifique. Mais la peinture, vraiment, dans la pellicule, Merci. les couleurs. Très beau. Merci. Merci, je vous accompagne quand même. C'est pas tout le temps. Voilà. Et il vous attend, il est là. Elle arrive. Pardon, à bientôt. Ciao. Voilà, pardon, excusez-moi. Non, mais ouais, il faut pas me laisser démarrer. Hein. Alors, pardon. Encore merci pour tout. Ouais. C'est à propos des dialogues. C'est une question que je me posais tout le long du film. Je trouve les dialogues épatants, vraiment formidables. Et je me demandais, est-ce que Depardieu et Sadek sont intervenus justement pour travailler le dialogue avec vous? Parce que ça a l'air tellement spontané de la part de vos acteurs, tous les acteurs d'ailleurs, comme si ça venait vraiment, vous laissiez le champ libre et puis voilà, ça tourne et en même temps ça crée le dialogue en même temps. Est-ce que c'est une question que je pose, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est vraiment écrit avant et donc vous proposez et Depardieu et Sadek et les autres acteurs interprètent au fur et à mesure? Je sais pas, je me pose la question sur comment vous travaillez le dialogue, parce que ça m'a vraiment plu. Alors, cette fois. pour vous répondre, je vais mettre dans la posture de l'auteur. Vous savez, le scénario, l'écriture. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Non, tout est écrit. Tout est écrit, tout est maîtrisé. Il n'y a aucune place à l'improvisation. Tonton, il déteste ça déjà. Ah non, mais tonton, c'est même pas la peine. N'essaie pas de lui faire une bifurcation. Ah non, non, il n'y a aucune. Déjà, lui, voilà. Et comme il le dit, il vient pour un travail, il vient pour un. Il parle de moi, donc je vais me la raconter un peu. Non, il vient pour une histoire et pour un auteur. Et j'ai des souvenirs, sans être maladroit, où parfois on était dans la loge avec lui. Judith, elle est magnifique. C'est sa coiffeuse maquilleuse. Écoute ça! Et il se le scandait, quoi. Il était super content du rythme et du phrasé, mais à aucune manière il y a d'improvisation. C'est pas possible. Déjà, Sadek, il a besoin d'être. Sadek, c'est extraordinaire, mais il a besoin d'être tenu par un texte. Tonton, c'est la même chose, et en aucune. J'avais fait un autre film qui s'appelait Rengaine sur 9 ans, où c'était que de l'impro. Mais l'impro n'existe pas en réalité, parce que derrière là, toi t'es là, tu ficelles, je leur dis non, mais dis plutôt ça. Vas-y, maintenant rebondis, vas-y, non, please. Voilà. Là, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a aucune impro. Voilà, il n'y a que des pros, mais pas d'impro. Tu vois, c'est des mecs qui sont là. C'est troublant d'ailleurs aussi, quand les gars commencent à balancer ton texte, comme ça, tu dis waouh, c'est moi qui ai écrit ça, quoi. Mon garçon. C'est bien. Et toi, t'es là, tu dis non, mais c'est quoi cette histoire? Et parfois, je faisais lourd parce que derrière, quasiment, je pleurais, quoi. Non, mais t'imagines, comme nous tous, chacun d'entre nous, on a tous nos histoires et nos trajectoires d'enfant. Mais tonton, quand je suis gamin, je peux pas regarder un film avec lui parce qu'à chaque fois, il était à poil, donc ton père, tu t'as des commandes sur la tête. Donc voilà, moi, c'est réglé. Mais tu l'apercevais. Et à un moment, le mec. Tu lui dis Axo, il t'ose même plus dire. Moi, si j'étais avec tonton, encore aujourd'hui, je n'aurais pas dit couper. Hein. Je parle, vas-y, action, et je reste avec lui. Et tant que parce que lui, tant que tu ne dis pas couper, il continue. Tu lui peins. Tu ne dis pas couper, il peint. Là, pareil, c'est-à-dire, et la règle, si je pouvais demander à quelqu'un, c'est que si tu es avec un mec comme tonton, c'est beau. C'est un génie, hein, franchement, c'est un génie qui sort plus qu'une télé, il sort de.
c'est la corne d'abondance, quoi, tu vois. Mais quand il commence je sais pas, à parfois te parler et tout, dis juste comme un combat de boxe. Kwamegoun, action! Et c'est démarre. Tu vois, il démarre. Et le rap de la Marseillaise. Génial. Mon garçon, laisse-moi faire. Allez, écoutez, tonton, arrêtez, il a fait 250 films, arrêtez de faire du cinéma. Et il a dessiné l'ADN du cinéma, il est devant nous. Qu'est-ce qu'on va essayer de traficoter, essayer de réfléchir? Et il commence. Et le gamin, en plus, tu sais ce qui est fort, c'est qu'il attaque vraiment sa deck, quoi. Parce que sa deck, moi j'ai jamais vu ça. Vas-y, tu veux du rap révolutionnaire, je vais t'en donner du rap révolutionnaire. Et il commence. Et il y va. Et à un moment, ça tombe même jusqu'à aller. À un moment, on a coupé parce que ça venait trop Johnny Hallyday. C'est-à-dire, il commence en mode rap, il finit en mode Johnny Hallyday, moitié Dick Rivers, quoi, tu vois. Le doc là, il a dit attends, on retire des soundjacks, non. Vas-y, reste hip-hop, quoi. Et il l'a fait, il l'a fait, mais il s'est amusé, il s'est tellement amusé. Enfin, on s'est amusé ensemble, quoi. C'est. Voilà, c'est. Non, mais il n'y a pas d'impro. Franchement, il n'y a pas d'impro. Il a pas envie. Merci beaucoup pour ce film très touchant. À bientôt. Je vous ouvre pas la porte, mais le cœur y est. Parce que sinon, je vais faire à tout le monde, ça va être un petit galère. Sincère, attachant, et le côté couleur colorée et cet aspect des matières, des bleus, et des bleus partout. Et on se posait une question de savoir quand vous avez rencontré pour la première fois Tonton. C'était génial. Comment ça s'est passé? Ah non mais franchement, ça, alors c'est pour ça que le film on l'oublie. C'est ce que je veux dire. Moi le film j'ai déjà oublié. Le film, voilà. Mais moi ce que j'ai vécu, voilà, c'est plus que du 16 neuvième ou du 4-15. Moi je l'ai vécu en vrai quoi. Alors, non mais c'est vrai. Moi on me demande, voilà, Hassan Guerard, par l'intermédiaire d'Anne-Dominique Toussaint, productrice du film, et Hassan, qui est vraiment un ami, un intime et aussi attaché de presse du film et aussi de pratiquement tous les films de Tonton, ils en arrivent, Ando et Hassan, à penser pourquoi pas Tonton. Donc, pourquoi pas Tonton? Tu me dis pourquoi pas Mohamed Ali qui me déjà. Forcément, tu y vas, quoi. Mais bon, avant, il faut aller aux toilettes, hein, parce qu'il faut vraiment se vider, quoi. Non, mais je vais pas être maladroit, mais c'est la nature, hein, tu vois. Il faut, de toute façon, sinon, tu peux pas tenir, quoi, tu vois. Et l'idée, c'est que on me dit, bon, bah voilà, t'as rendez-vous avec Tonton tel jour. Ok, d'accord. Donc, j'ai rendez-vous avec Tonton tel jour. Mais vas-y, Rachid. Et puis après, t'essaies d'être un peu mystique. Ouais, j'ai peur que de Dieu. Personne ne fait peur. Tu essaies de te rattraper à quelque chose. Tu vois, vas-y. Tu vois, non, t'as rendez-vous avec Tonton. En plus, rue du Cherche Midi, mon frère. Tu cherches une embrouille, quoi. Tu cherches midi, 14h. Déjà, l'adresse en soi, c'était une blague. C'est la vie. Non, mais c'est pas une blague. Le mec habite rue du Cherche Midi. Là, si tu t'es trompé, frère, c'est que vraiment, tu vois. Bon, bref. Donc, j'arrive. Il est dans son restaurant, voilà, il est posé, mange un poulet. Déjà, ça commence comme ça. Il commence à manger un poulet, il commence à parler avec les ouvriers, avec tout le monde. Et t'es avec lui, mais avec lui, t'as une relation de boxeur. Moi, la relation que j'ai eue avec Tonton, moi j'ai fait de la boxe, Tonton il a fait de la boxe. Et franchement, c'est ça qui, je pense, a fait qu'on s'est reconnu en dehors de nos origines prolétaires et tout. Mais la boxe, elle a participé. Et il est là, il mange, il parle aux gens. Puis à un moment, il part avec les journalistes parce qu'il avait des choses à faire, mais il te sent. Il te sent, quoi, tu vois. Et puis arrive un moment, tu as rendez-vous chez lui. Tu as dit, bon, ça y est, maintenant il est prêt, il t'attend. La maison, voilà, je te passe les détails, c'est juste, voilà, c'est Alice au pays des merveilles, quoi. Tu franchis une première porte, une deuxième, il y a du jasmin partout. Et puis là, tout à coup, tu commences à entendre la musique classique. Tu commences à sentir non plus le jasmin, mais les odeurs des encens. Ensuite, il y a aussi un poulet qui est en train de frire dans le four. Il adore le poulet. Mais celui-là, ça fait, je crois, 12 heures qu'il est en train de cuire, quoi, tu vois.
Et puis tu arrives, et puis Hassan, en détente, il dit bon, ben, voilà, je t'ai ramené Rachid. Voilà, c'est le poids lourd qui rencontre le poids plume, quoi, tu vois. Et toi, je sais pas comment tu vas boxer dans cette catégorie, quoi. Et lui, il lève pas la tête, hein. Et lui, tout est maîtrisé. Les gens qui pensent que tonton, il voit tout, il sent tout, c'est un GPS émotionnel. Avec lui, il ne fait pas fausse route, parce qu'il va avoir l'alerte rouge. Il t'arrête direct. Et puis, il arrive un moment, il faut que je montre quand même que je vais pouvoir mettre les gants avec le bonhomme, quoi. Donc je me dirige vers lui et tout. Il me regarde comme ça, comme mademoiselle. Ou même pas, c'est encore qu'il me regarde. Il ne me regardait pas, donc je ne peux pas te demander de la jouer la scène. Il ne me regarde pas, je me mets devant lui et tout. Et puis on est en train de lire 4-5 scénarios, mais je vous jure que c'est la vérité. Hein. Sur une table aussi longue que la salle, quoi. Et puis à un moment, il lève les yeux et il te regarde. Mais le moment où il te regarde, frère, t'es dans un monde parallèle. Ça dure une éternité, plus longtemps qu'un film de Terrence Malick, quoi. C'est des émotions, quoi, tu vois. Il te regarde et il te fait comment tu t'appelles? Moi, c'est Rachid. Rachid. Et il y a beaucoup de... Assieds-toi. Tu t'assois, t'es à côté de lui. Mais tu sais, j'ai fait un film, comme je l'ai dit, sur Yacine. J'adore les mains. Mais ses mains sont magnifiques. Il a des mains extraordinaires. Il est torse nu, en short. Au moment où j'y suis, quoi. Quelle chaleur. Tu peux pas lui dire un verre d'eau parce que pour l'instant, tu n'as pas de relation privilégiée avec lui, là, tu vois. Quelle chaleur. Oh, c'est quoi cette histoire? C'est quoi là? Et puis à un moment, il te regarde et il te fait alors, c'est toi qui as fait un film, Hassan m'a parlé, mais je l'écoute pas. J'ai souvenir d'avoir vu ton film, caméra qui est en mouvement. Et moi, je dis oui, c'est ça. Je ne sais même pas de quoi il parlait, je dis oui. Mais ouais. Il dit bon, bah voilà, il est d'abord, j'accroche, d'accord, oui, c'est moi, tu vois, d'accord, j'ai bien aimé. Je ne sais même pas si c'était mieux, ça, parce que je parlais d'un film. Moi, j'ai dit oui. Hein, tu vois, quand t'es avec lui, fais pas, n'intellectualise pas. Ne dis pas oui, alors, c'était quoi? C'est du 16/9, noir et blanc, couleur? Je dis oui, d'accord, ouais, tu m'as dit. Je dis oui, c'est moi, tu vois. Donc il me dit d'accord, j'avais bien aimé, je vois, je sais pas de quoi il parle, mais je dis oui, c'est moi. Alors, c'est le scénario, ça. Il a vu le scénario. Je fais ouais. Et il me fait bon, j'avoue, j'ai pas eu le temps de le lire. Moi, je dis non, mais de toute façon, il faut pas le lire, c'est pas nécessaire. Non, mais c'est pas. Enfin. Si vous faites le film, après moi je vous raconte l'histoire. Prenez-vous pas la tête. Moi je vous dis ce qu'il y a à dire, vous dites je le lis ou je le lis pas. Je dis non, pour l'instant ne le lisez pas, raconte-moi ton histoire. Je fais ouais, voilà, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est rappeur et qui va devoir faire un road trip avec un monsieur qui est peintre, maçon, et pendant cette confrontation. Stop. Tu l'as dans les yeux, ton film. Serre-moi la poigne. Je vous jure que c'est la vérité. On va le faire, ton film. Tu l'as dans les yeux. Hassan, appelle, dis que, ok, on s'arrange. Il n'y a pas trop de... Ok, on le fait. Tu vas me sentir ce poulet. Et il sort un poulet, ça fait 12 ans qu'il est en train de cuire, et il te dit, sens-moi ça. Et toi, tu es là, et tu dis, je sais pas, le karma, tu vois, la vie, je sais pas, mais tu dis qu'à un moment, peut-être dans une vie antérieure, j'ai dû lui faire du bien, quoi. Parce qu'il m'a rendu l'appareil, quoi. Ouais, vraiment, c'est extraordinaire. Et ensuite, je suis en train d'écrire. Moi, je l'ai écrit dans la rue Chamiel, pas. Je pensais pas que j'allais voir la reine des abeilles. Et Toto, il arrive, paf, il me dit, ouais, on le fait. Et tu te retrouves avec lui, c'est un enfant. Franchement, en fait, pour définir tonton, c'est le plus beau des enfants. C'est un enfant. Je vous assure. Attends, tonton, je vais t'aider. La chaussure. Tu vois, c'était que de l'amour, c'est que du love, quoi. Un jour, il y a son fils qui était là. Son petit Jean, donc. Et voilà. Et il dit...
Papa, pourquoi il te dit tonton? Et tonton lui dit, tu sais tonton, pour les gens comme Rachid, quand ils disent à un monsieur comme moi tonton, c'est une marque de respect. C'est pour ça que les Maghrébins, les Africains, ils disent Armi, ils disent tonton. Bon, hein? Les Indiens également. Donc vous voyez, moi j'apprends tous les jours. Hein. Mais voilà, et tonton, moi je ne l'ai jamais appelé Gérard ou Depardieu, monsieur. J'appelle tonton. Il va quand même devoir expliquer un tout petit peu ces inserts vidéo là. Les inserts vidéo, c'est moi qui les ai faites. Je les ai faits pour une certaine manière, déjà pour me faire du bien. Pendant le tournage. Et j'ai filmé aussi parfois. La caméra était lourde. J'ai dirigé tonton avec une caméra. J'avais demandé à avoir une caméra plus légère, mais on m'a mis quand même une caméra qui était... Mais j'avais cet objet magique qui était mon GSM. Et j'ai commencé à me revoir quand j'étais gamin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? À filmer les petits trucs. Et je les ai insérés dans le film. Ensuite, la peinture par terre. Les mecs te regardent, ils disent, mais attends, j'ai filmé de la peinture par terre. Il est sérieux, le gars? Il est l'équipe de tournage. Il va filmer de la peinture par terre. Oh, vas-y, faites ce qu'il veut. On va filmer de la peinture par terre. Et regarde la peinture, c'est bien. Parce que moi, tu sais quoi, quand je fais mon film, je suis présent, mais je suis loin, quoi. J'essaie de voir, tac, tiens, ça, je vais pouvoir le remettre là. Ça, je vais pouvoir l'enquiller là. Ça, je vais pouvoir faire ça. Tiens, fais-moi un plan. Et on n'a pas moyen de partir vite fait faire un plan. Ah non, moi, je... Là, parce que tu vois, si on pas, qu'on ne demande pas à l'assistant caméra de venir, et que le truc ne va peut-être, tout à coup, ça va faire un conflit, on ne peut pas faire le plan. Je fais, le plan, on ne peut pas y faire, vite fait là. Non, mais tu comprends, c'est par rapport à l'horaire. Je fais, mais attendez, moi j'ai pas vu pendant 9 ans tout seul. Je mangeais même pas des sandwichs, je faisais exprès de tourner pendant le ramadan pour pas nourrir les gars. Vous avez idée? On n'avait pas d'argent, ils étaient tous au RSA à cette époque. Donc on fit pendant le ramadan, au moins comme ça on est tranquille. Puis alors dimanche j'ai la date, tu vois, foutre date, et j'ai qu'à rentrer à la maison. C'est ça le cinéma indépendant. Moi je viens vraiment du vrai cinéma indé, quoi. Non mais vraiment, moi mon cinéma c'est vraiment, je viens de super loin, 9 ans à tenir une caméra. Ma femme à la maison elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Tu crois qu'ils sont chez Cassavet, c'est quoi? Tu veux pas non plus installer des rails là? Je fais, ouais, mais pourquoi pas? Elle fait, non, en gros. C'est qui? C'est Stéphane, il vient me faire une scène. Comment ça, il va faire une scène? On est en train de dormir. Ouais, mais comme le lit est fait, tu veux pas, tu couches avec lui. Vite fait, on fait une scène avec toi et Stéphane, vous dormez. Sabrina, s'il te plaît. Parce que Sabrina, c'est ma femme qui joue dans Rogan, qui a fait le rôle principal. Non, mais non, c'est pas possible, tu fais la vaisselle alors. Je fais, mais attends, je te parle d'art et tu me parles de vaisselle. Tu vois, c'est pas vie, c'était ça, quoi. Et donc après, quand tu te retrouves sur un tournage, entre guillemets, à la loyale, et que tu dis, les gens sont nourris, sont bien, sont vraiment au top, on n'a pas moyen d'aller filmer. Non, mais tu comprends, là, parce que si après ça va. Puis là, par rapport. On peut pas, là. Non, bon, bah. Bon appétit, hein. Je prends mon GSM, je vais faire mon plan, frère. J'ai l'impression que tonton a fait comme un transfert avec Sadek. Il y a vraiment une relation magique entre eux deux. D'ailleurs, tonton, au départ, le rap, c'était no way, quoi. Et ton rappeur, c'est un rappeur comment? C'est yo-yo-yo, ou tu vois, je caricature un peu, quoi. Mais non, tu vas voir, Sadek, la singularité, c'est qu'il a un bac littéraire. C'est un garçon, effectivement, qui vient vraiment voilà, des quartiers, mais en même temps, qui a une singularité, qui, dans sa trajectoire, a eu un accident. C'est pour ça qu'il a une certaine... qu'il est enveloppé d'une telle manière que, voilà, on le remarque, avec sa poésie, son élégance. Et aussi, tu vas voir qu'il est très belle écoute, un bon regard. Et Sadek, il vient par l'intermédiaire de Clément Animation, qui a fait la musique du film, qui a ses entrées dans le monde poétique du rap. Et quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai vu Sadek, on en a parlé avec Clément, on a fait des essais avec lui, et c'était une évidence. Il est incroyable parce qu'il a une intelligence, il aime le mot, il a une écoute, il a une colère, il a un corps, il a
une trajectoire de vie très belle, et en même temps, il ne dénigre jamais ce qu'il est. Du fait maintenant qu'il est acteur, il se revendique avant tout comme artiste, mais avec force et puissance. Moi, ce qui est beau, c'est ce que je lui ai dit quand on était à Cannes, et qu'on a commencé à faire des interviews, parce que j'ai essayé de garder parfois mes distances. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Tonton et lui sont deux vrais boxeurs. Et les boxeurs, arrivent à un moment, quand tu es entraîneur, il faut leur laisser leur champ, quoi. Tu vois, tu les laisses faire leur... Puis arrive un moment, quand tu es sur le terrain, sur le plateau, il faut y aller, mais j'avais pas envie. Et c'est maintenant que je découvre Sadek. C'est après le film que je commence à le rencontrer, parce que j'ai voulu garder son côté sauvage, mais en même temps qu'arrive un moment, lui et moi, on ne dépasse pas les bornes dans notre relation, quoi. Et je trouve que vous filmez extrêmement bien son regard. Vous captez ce regard, et il y a un moment qui est très émouvant, c'est l'embrassade. Les deux corps se rejoignent. Non mais ça, franchement, ça... Encore une fois, ce jour-là, la séquence, il n'est pas appelé qu'il pleuve, il se trouve qu'il pleut. Je vais me définir comme un couteau suisse. C'est-à-dire qu'arrive un moment, il pleut, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait, il pleut. Ramenez-moi, et puis je trouve cette sorte de maison abandonnée, et je dis, on va faire ici, quoi. On va la faire là. Là, ici, là, ouais. Mais sauf que le problème, c'est si tu le fais là, c'est-à-dire qu'il y a la loge de tonton, il y a tout à dégager, on va tout dégager. Mais tonton, il dort. Va réveiller tonton. Quand tu réveilles tonton, t'es en train d'être fort. Je passe les détails. Mais quand même, voilà, on change les trucs, et il pleut. Et ce jour-là, c'est très dur. C'est une journée qui est vraiment compliquée pour avoir les points, la colère de Sadek. Il y a plein de choses qui sont tendues ce jour-là sur le tournage. Et puis on fait la scène de la collade. On donne le top à Farouk, à Sadek, tonton qui l'attend, mais à aucun moment dans ma vie, j'ai pensé que c'est le All Black qui allait arriver face au Kiwi, quoi. Tu vois, ça avait été le 15 de France, tonton il serait tombé, quoi. Il fallait, tu vois, je connais un rugby, mais bon. Et il est arrivé, il t'a fait un truc. Mais c'est quoi cette accolade de ouf, quoi? Et là, on travaille le son et tout, bien sûr. J'ai une équipe de post-prod, je la conseille à tout le monde. Ah non, mais mon équipe de post-production, franchement, celui qui veut faire un film, il prend mon équipe de post-prod, il peut y aller, quoi. L'image, elle est extraordinaire, elle est signée Elia Coca. Le son, Margot Testemal. Julien Pérez au mixage, Nicolas au bruitage, Nelly Quétier au montage. J'ai une équipe, c'est un carré d'as, quoi. Et c'est grâce à eux que ma poésie elle a réussi à se sublimer. Vraiment, quoi. Et quand il fait ça, nous on est là, enfin je suis là, et quand il fait l'impact, mais tu dis c'est pas possible, j'ai jamais vu ça de ma vie. Parce que quelque part c'est toute la pudeur de Sadek. Comment lui qui a peut-être jamais dans sa trajectoire de vie été confronté à ça, comment il va faire ça? Et là, pour pas faire trop mièvre, on l'a vraiment atténué. Et là, tonton, vous savez ce qu'il lui dit, alors que tonton, il est choqué, parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Et tonton, on l'entend, il dit, mon garçon. Sadek, il est incroyable. La dernière fois, il est venu, à la fin, il a fait un concert à Sarajevo devant 3000 personnes. Bon, on n'est pas en train de faire du cinéma, là, on va faire du rap devant 3000 personnes. Les gens s'attendaient à faire, ouais, là, bonjour, alors comment le film? Non, pas de cinéma. Et je n'étais même pas au courant, plus ou moins quand même. Ils ont lancé un de ses clips, il a commencé à rapper, et les gens étaient super contents. C'est un artiste, quoi. Et un grand acteur. Bien, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur entre le maçon et le cinéma. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un cinéma au lieu de continuer à construire des villes? Alors, effectivement, moi j'étais maçon, mais moi mon rêve en réalité, alors je vais vous amener un peu plus loin parce que sinon je fais trop long, quoi, souvent. Mais effectivement, j'étais maçon, mais mon rêve c'était d'être artisan, donc j'ai un CAP de maçon, ça c'est dit. J'ai également un CAP de plâtrier plaquiste. Ensuite, mon rêve c'était de devenir artisan. Donc je me suis tenté à faire un BEP de menuisier. J'ai fait une année, puis un BEP de plombier chauffagiste, une année.
pour la plomberie et la menuiserie, je me suis fait virer de façon un peu injuste, mais voilà. Ensuite, comment ça arrive? Il se trouve qu'il y a un film qui s'appelle La Haine, qui se fait dans notre quartier. Moi, j'ai grandi exactement à Carré-sous-Poissy, mais j'étais boxeur à Champlain-les-Vignes. D'accord? Mon beau-frère, Sofiane, à un moment, vient me voir, il me dit, écoute, ils sont en train de faire un film là dans la cité. C'est des mecs du quartier, je sais pas d'où. Voilà, comme là tu t'es fait virer ton truc de plombier chauffagiste, tes parents ils sont en train de criser. Vas-y, ils sont en train de faire un film là. Tu vas garder les camions. Et à distance, moi je regardais le film se faire. Mais c'est tout ce que je dis, c'est véridique, c'est même pas. Je regarde le film se faire, mais nous on a la certitude à cette époque-là. Mathieu que je salue, que Mathieu, Vincent, Saïd, Hubert, Christophe Ossignon, tout ça, c'est des mecs d'une cité d'à côté. Pour remettre dans le contexte, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Non, mais c'est important, vous ne pouvez pas taper plus sur Wikipédia. Tu vois, donc tu as des mecs d'une cité d'à côté, ils viennent faire un film, peut-être avec un réplicateur, je caricature un peu, dans notre quartier, quoi, tu vois. Donc je les vois faire action, couper, et tout de suite, je vois Mathieu. Et Mathieu, quand je le vois, je dis, c'est incroyable parce qu'il a une concentration particulière, il a une posture particulière, il est comme un coach, tu vois, de boxe, quoi. C'est lui qui dit action, qui dit couper, qui refait les trucs, le rythme. C'est parce qu'un réalisateur, c'est aussi ça, quoi. C'est un coach. Et je suis fasciné par ça. Et puis, à un moment, je dis, attends, eux, ils font leur film, il n'y a que des mecs de l'extérieur de leur cité qui viennent faire le film, moi aussi, je veux jouer dedans. Écoute, il n'y a pas moyen, moi aussi, je fais un petit truc là. Non, mais Rachid, tu comprends. Attends, moi aussi, je vais jouer dedans. Pourquoi tout le monde joue? Moi aussi, je vais jouer. Non, mais c'est vrai ou pas? Attends, vas-y. Et il faut comprendre que non, mais attends, c'est pas comme ça. Je commence à. Il y a des idées d'à côté qui viennent. Et là, je commence un peu à pas comprendre. Je ne comprends pas le concept. Moi, je dois donner à manger aux gens et tout. Et puis après, il y en a qui sont dans le film et on les applaudit. C'est incroyable. Et la finalité, c'est que le film s'est terminé. Et quand le film s'est fini, je me suis dit, attends, mais moi, c'est ce que je veux faire. Et pour dire vraiment le vrai première fois qui se passe différemment, la première fois où je rencontre le cinéma bien avant La Haine, c'est État des lieux de Jean-François Richer. Mais c'était beaucoup plus hardcore, c'est-à-dire que Jean-François et Patrick Isola à l'époque faisaient de la boxe avec moi au Bac 9, au film club athlétique du Paris 9e, et ils avaient besoin de quelqu'un pour chorégraphier une séquence de boxe. Et c'était la première fois où je voyais le cinéma, mais là c'est vraiment le cinéma indé de chez Indé. Donc c'est un peu plus dur. Mais en tout cas, vraiment le vrai déclic qui se passe voilà, de Richer à Casso. Quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Rachid Djadani. Maintenant, Stéphane va chanter pour nous. Non, c'est lui qui avait promis, non? Attends, non, mais t'as le choix entre Aznavour et Serge Lama. Vas-y, on finit là-dessus. C'est le seul qu'on arrivera à faire chanter cette année. Alors, j'aime bien parce que je l'ai un peu chorégraphié à ma manière et de temps en temps, je l'ajoute dans ma blague. Et c'est bon en plus, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Alors, je la fais un peu, tu vois, comme je la joue chez moi à ma femme et qui me dit arrête, t'es nul. Alors, je la joue en mode musique, d'accord. Et j'aime la chanter, la faire sérieusement. Moi, j'y vais. Parce que je... 1, 2, 3. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé, empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dingue. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'est allé. Je me voyais déjà. Signant. J'ai entendu quel feat, genre il est meilleur réalisateur. Merci Rachid Djadani.